Le problème de fond avec ces attaques par SMS, c'est que ça utilise en fait une infrastructure qui est celle des opérateurs de télécom. Et le fond de ces infrastructures-là, d'une part, n'est nécessairement bien sécurisé parce qu'il est très vieux. Par exemple, un élément d'infrastructure qui s'appelle le système SS7, eh bien, c'est un système qui vient des années 70 et qui était basé en fait sur la confiance mutuelle entre les différents opérateurs télécoms. Alors évidemment, le contexte géopolitique n'est pas réfléchi là-dedans. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Guy-Philippe Goldstein. Bonjour Guy-Philippe. Bonjour, ravi d'être là. Merci d'être avec nous ce matin. Je précise pour nos auditeurs que vous êtes chercheur, consultant sur les questions de cybersécurité, de cyberdéfense, que vous êtes connu en Israël aussi pour avoir écrit un roman qui apparemment a été lu bien dans les hautes sphères gouvernementales, Babel Minute Zéro. Et entre autres, on voudrait avec vous essayer de mieux clarifier un peu cette capacité des Iraniens à continuer à envoyer. Ça s'est déjà produit pendant la guerre. Là, on est dans une période on va dire, de calme relatif, de cessez-le-feu. Mais les Iraniens continuent à envoyer des messages sur les téléphones portables des Israéliens, des SMS, en leur proposant une collaboration, de collaborer avec les services de renseignement iraniens. J'ai là le texte de ces messages. La République islamique iranienne vous invite à collaborer dans le domaine des renseignements. Prenez contact avec nos ambassades à travers le monde ou avec des activistes de cybertechnologie sur Internet. Construisez votre avenir dès maintenant. C'est le texte de ce message que beaucoup d'Israéliens ont reçu avant-hier soir. Et la première question que je voudrais vous poser, c'est comment d'abord, en sachant que les Américains et les Israéliens ont frappé assez durement, on va dire, de multiples systèmes, comment les hackers iraniens parviennent encore à faire passer ce type de message en Israël ? Le problème de fond avec ces attaques par smishing, par attaque par SMS, c'est que ça utilise en fait une infrastructure qui est celle des opérateurs de télécom. Et le fond de ces infrastructures-là, d'une part, n'est nécessairement bien sécurisé parce qu'il est très vieux. Par exemple, un élément d'infrastructure qui s'appelle le système SS7, eh bien, c'est un système qui vient des années 70 et qui était basé en fait sur la confiance mutuelle entre les différents opérateurs télécoms. Alors évidemment, le contexte géopolitique n'est pas réfléchi là-dedans. Et donc ça, c'est un des vecteurs qui sont utilisés. Un autre vecteur, ce sont les Application to Person Platform, qui sont des applications commerciales qui sont utilisées, par exemple, pour faire des grandes campagnes de lancement de SMS strictement pour raisons commerciales. Publicité. Et là, effectivement, on a des plateformes qui peuvent être abusées par des opérateurs de type État-nation comme celui de l'Iran, où on va créer une fausse entreprise et sur cette base-là, eh bien, on va obtenir un canal qui permet d'envoyer donc tout d'un coup une vague de SMS à toute une population. Donc là, pour le coup, en Israël. Et Ça, on ce n'a pas sont la possibilité, les Israéliens, au niveau de l'État, au niveau on va dire, de l'Institut national de cybertechnologie, n'a pas la capacité de freiner, de bloquer ces messages avant qu'ils n'arrivent aux Israéliens ? Il y a des moyens, mais vous voyez, ça nécessite en fait que d'une part, les infrastructures télécom internationales soient renforcées, ce qui n'est pas le cas, et que d'autre part, on puisse avoir, alors là, pour le coup, peut-être un espace où on pourrait avoir une intervention plus forte ou un contrôle plus fort sur justement les applications commerciales qui permettent de faire des relais de SMS de masse, initialement pour raisons strictement commerciales, publicitaires, etc. Là, c'est peut-être un vecteur sur lequel l'INCD, l'organisme de la cybersécurité civile en Israël, pourrait intervenir, entre autres. Et- Il faut le dire, donc Israël est touché pour des raisons géopolitiques évidentes, pas que Israël. Les pays du Golfe Oui. sont aussi les victimes de ces attaques entre guillemets de smishing et même d'une certaine façon des membres du personnel militaire américain qui sont déployés dans le Golfe. Et là d'ailleurs, on peut se demander s'il n'y a pas en plus un lien avec des opérations de cyberespionnage qui permet d'avoir des listings
euh, alors des listings de personnel militaire qui pourraient être ciblés. Est-ce C'est pas qu'il y a, exactement ce que l'on voit en Israël, mais c'est une possibilité. est-ce qu'il y a un danger pour l'Israélien qui recevrait un tel SMS de l'ouvrir, par exemple? Parce que apparemment ici, l'Office de cybertechnologie suggère, ou en tout cas recommande aux Israéliens de ne pas ouvrir ces SMS. Alors, l'INCD, National Cyber Directorate, créé en 2011, qui est l'équivalent israélien de en France l'ANSSI, c'est l'agence de cybersécurité civile en Israël, a parfaitement raison de mettre en alerte la population de ne pas cliquer sur aucun des liens qui seraient envoyés par ces SMS. C'est typiquement une manière de télécharger potentiellement euh, une charge qui permettrait après de faire de l'espionnage ou qui permettrait d'ailleurs de réutiliser les téléphones. Donc, il faut absolument, ou tout simplement de récupérer de l'information qui peut être utilisée après pour d'autres opérations d'espionnage en fonction de l'importance de la personne qui a été ciblée. Oui, en fait, Donc, on peut oui, comprendre que c'est pas obligatoirement pour essayer de retrouver des agents, de récupérer des agents, mais c'est plutôt justement pour essayer d'avoir plus d'informations sur les téléphones portables des Israéliens, en fait. oui, alors il y a plusieurs objectifs en fait à ce type d'opération. La première, vous l'avez cité, la capacité à potentiellement recruter, ce qui n'est pas neutre, puisqu'on sait qu'il y a 46 cas Oui. d'Israéliens qui ont été recrutés de cette manière-là. Donc c'est pas un nombre extraordinaire. Et puis, il faut voir la qualité des recrues, qui est potentiellement pas toucher des personnes importantes, etc. Mais néanmoins, c'est un signe que, entre guillemets, ça peut marcher. L'autre point, c'est évidemment des opérations on va dire, pour essayer de provoquer des phénomènes de panique, de peur. En tout cas, pour montrer que malgré les bombardements, les services iraniens sont toujours là et sont capables d'être agressifs vis-à-vis d'Israël, comme ils sont capables d'être agressifs vis-à-vis des États du Golfe ou du personnel militaire américain. Donc, ça, il y a cet effet psychologique-là, même si il n'est pas forcément extrêmement fort. Il peut y aussi avoir des éléments un petit peu opérationnels, ça on l'a vu euh, surtout en 2024, lorsqu'il y a des échanges terribles de missiles balistiques entre Israël et l'Iran, ou même des opérations de drones, où on peut envoyer, en imitant, on va dire, en faisant croire que l'appel viendrait de de la sécurité civile israélienne, en faisant croire que non, il n'y a pas nécessité à aller aux abris Mhm. ou que c'est une fausse alerte si tout d'un coup on reçoit une alerte. Donc là, il y a même une capacité opérationnelle potentiellement exploitée pour en fait faire plus de morts civiles dans la population israélienne en cas de salve de missiles et de drones iraniens. Vous voyez, Eh, il y a un ensemble en fait d'objectifs qui peuvent être recherchés, du recrutement à l'opération psychologique, à multiples tiroirs. D'ailleurs, c'est à la fois faire peur, c'est aussi montrer que les Iraniens existent toujours malgré les bombardements, et puis même, euh, comment dire, une capacité d'appui opérationnel à des opérations de lancement de missiles pour essayer de faire plus de dégâts, plus de morts en Israël. Donc il y a un éventail assez oui. large. Même si, en réalité, aujourd'hui, là où on a l'impression qu'effectivement, ça mord un peu, ben, c'est sur ces 46 cas de personnes qui ont finalement été recrutées. Oui. Encore une fois, ce n'est pas du haut niveau, mais voilà, ça montre Oui. qu'il y a un petit effet quand même et qu'il faut faire attention. Alors, est-ce que Israël se contente de repousser les attaques, ou alors il lance lui-même des offensives cybernétiques contre les Iraniens, contre ces hackers, contre le régime iranien? Parce que, bon, on se souvient, nous, au début de la guerre, que il y avait Binyamin Netanyahou avait réussi à faire... il y a des vidéos qui étaient passées de Binyamin Netanyahou sur la télévision iranienne. Est-ce qu'il y a une capacité, en tout cas, d'Israël à faire, justement, à frapper les Iraniens? Il y a une capacité qui est absolument pas comparable à ce qu'essayent de faire les Iraniens. C'est Une ça. capacité vraiment de pointe. Vous pouvez Et nous d'ailleurs, on donner peut même un considérer. exemple peut-être même de ces derniers mois? Alors, bah, l'exemple le plus fort, et pour moi d'ailleurs, il est tellement fort qu'il constitue une nouvelle manœuvre militaire absolument inédite dans l'histoire des armées, c'est exploiter le cyber, et pas uniquement le cyber en tant que tel, mais le cyber avec l'IA, avec le bombardement de précision, mais il y a une part cyber qui est importante pour réaliser
une décapitation en profondeur des états-majors ennemis. Et ça, du point de vue de l'histoire militaire, c'est totalement inédit. C'est la capacité à avoir tué plus d'une quarantaine de dignitaires dans les premières heures, premiers jours de l'offensive qui a démarré le 28 février dernier, mais c'est également le même type d'opération qui avait été réalisée lors de la campagne de juin 2025. C'est le même type d'opération qui avait été réalisée contre l'état-major du Hezbollah avec l'élimination de Hassan Nasrallah. Je mets de côté l'affaire des beepers, mais vraiment les bombardements de précision qui sont basés sur des renseignements et en fait, pardon, en partie sur de l'interception cyber. Ça c'est une hypothèse personnelle, mais je pense qu'on ne peut pas comprendre cette capacité absolument nouvelle et inédite. Il faut que votre audience s'en rende bien compte. Que jamais par le passé on a réussi à éliminer en profondeur tout un état-major. Dans l'histoire militaire, on a été de temps en temps capable de tuer tel ou tel chef militaire. Par exemple, Isoroku Yamamoto, qui avait été le concepteur de l'attaque de Pearl Harbor, avait été éliminé dans une opération spéciale en 1943 parce qu'on avait du renseignement qui permettait de le faire. Mais même les Américains s'étaient mordu les doigts à de nombreuses reprises lorsqu'ils avaient été à la chasse à Saddam Hussein après 2003, ce qui montre bien que ce ne sont pas des opérations faciles. Bon, là, les Israéliens ont été capables de faire une démonstration de force en 2024, en 2025, en 2026 contre le Hezbollah, à deux reprises contre l'Iran et on peut même évoquer contre les Houthis, qu'ils avaient un renseignement vraiment de pointe et qu'ils étaient en plus étaient capables de l'exploiter, ce qui montrait que ce renseignement était vraiment, comment dire en anglais, timely, c'est-à-dire que c'était un renseignement extrêmement précis et extrêmement précis aussi d'un point de vue temporel. Ouais. Donc ça, c'est une, je dois l'insister, révolution. À côté de ça, il y a d'autres exemples qui ont été très frappants. Vous avez évoqué la capacité des Israéliens à prendre le contrôle de La certaines télévision. chaînes de télévision en Iran. Moi, je voudrais vraiment insister sur parce que là, pour le coup, c'est encore plus stratégique, sur la capacité à avoir cassé en fait la plateforme de crypto-échange Nobitex et également avoir atteint avec des cyberattaques la banque SEPA. Ces deux opérations ont eu lieu en juin 2025 dans le cadre des grandes opérations. Et je voudrais vraiment insister sur ce point-là parce Oui, on que, va terminer euh, là-dessus. oui, toucher au nerf de la guerre qu'est l'argent, c'est quelque chose qui peut avoir des effets extrêmement importants. Il ne faut pas oublier que les grandes manifestations en Iran ont Oui. démarré Sur autour un du problème 28 décembre parce que économique. le bazar était en colère et le bazar était en colère parce que derrière, il y avait eu la banqueroute d'une banque qui s'appelle la banque Hyundai et qu'il est possible que l'une des raisons pour lesquelles cette banque a fait faillite, c'est qu'il y avait tout un terreau financier très dégradé et il est possible qu'en partie, les cyberattaques de juin contre la banque SEPA, qui est une grande banque, ou la plateforme Nobitex, étaient un des éléments à l'origine de cet ensemble de conséquences financières et donc après politiques. Eh bien, Guy-Philippe Goldstein, merci beaucoup. C'était très intéressant, passionnant de dialoguer avec vous sur ce sujet de la cybernétique et de l'impact donc de la guerre dans ce domaine du cyber. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Bonne continuation, à bientôt. Je vous en prie, bientôt, au revoir.